Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. On a un peu explosé, mais on va faire ce débrief. On a deux sujets à aborder parce qu'ils nous ont paru importants cette semaine. Le premier qu'on va aborder, c'est la question de la guerre qui continue de peser sur le débat public. Il y a eu deux prises de parole d'Emmanuel Macron cette semaine, l'une dans une interview d'RTL, l'autre dans une allocution où derrière lui il y avait toute une brigade en randonnion. Et on va aussi parler de la renationalisation d'Arcelor parce qu'il y a une proposition de loi qui a été votée dans le cadre de la niche insoumise. Voilà, donc ça on reviendra dans un deuxième temps. Mais d'abord donc la guerre. Il y a plusieurs choses qui ont été dites cette semaine. Alors, moi, j'aimerais revenir sur deux points. Le premier, c'est le concept que Emmanuel Macron, ça fait plusieurs mois en fait qu'il en parle, et on avait déjà parlé dans son allocution au printemps dernier. C'est le concept de guerre hybride. C'est pas le seul d'ailleurs qui en parle, mais lui, il est quand même chef des armées, chef de l'État, donc quand il en parle, ça prend tout de suite plus de consistance. En gros, il explique que nous sommes déjà dans une conflictualité de guerre, dans une guerre, avec notamment les Russes, non pas parce que nous affrontons sur le terrain, non pas parce qu'on a des soldats qui s'entretuent ou qu'on s'envoie des bombes, mais parce que il y a des tentatives de déstabilisation de la Russie sur la France, et c'est d'ailleurs peut-être réciproque, enfin ça il n'en parle pas, lié à tout l'univers cyber, lié à l'informatique. Alors il avait parlé des attaques sur les hôpitaux, des attaques sur différents secteurs clés importants en France. Et donc ça, il dit, ça c'est la guerre. Et donc c'est en ce sens que nous sommes déjà inscrits dans une guerre hybride avec la Russie. Alors, il l'a redit cette semaine, il en a reparlé cette semaine de ce concept de guerre hybride, d'armée hybride. Parce qu'il dit guerre hybride, donc armée hybride. Et c'est là que c'est un peu étonnant, et c'est ce qu'on a noté avec Catherine, c'est qu'il dit guerre hybride, donc il faut une armée hybride, donc je vais faire un service militaire où on va proposer à 3000 jeunes, dès cet été, dès l'année prochaine, à 3000 jeunes volontaires de s'engager dans l'armée moyennant une rémunération et de se former en fait au métier de la guerre. Et là on se dit, ah ouais, je vois pas le rapport en fait. Enfin, si on doit mener une guerre hybride, ce qu'il faudrait peut-être embaucher, c'est des informaticiens, c'est des hackers qui seraient capables de répondre en fait aux attaques cyber de la Russie. Non, lui il nous dit on va répondre en envoyant des fantassins. Donc là déjà il y a un premier hiatus, une première tension qui nous a posé question. La deuxième, et après je te fais très rapidement, après je te laisse la parole Catherine. La deuxième, c'est cette question du service militaire. En gros, à quoi bon ? Qu'est-ce que c'est que ce service militaire volontaire qui est proposé par Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qu'il entend faire avec ça ? J'ai écrit une newsletter vendredi à ce sujet en disant que ça ressemblait plus à une façon de convoquer des espèces de valeurs d'ordre et de verticalité autour d'une certaine vision du patriotisme plutôt qu'une façon de rendre plus consistante notre défense. Et que ça a plus, à mon sens, c'est plus à destination de la politique intérieure pour dire vous voulez de l'ordre, vous voulez des valeurs, vous voulez du patriotisme, engagez-vous dans l'armée plutôt que de servir à faire peur aux Russes qui dans ces cas-là auraient peur d'attaquer ou la Lituanie ou la Pologne ou je ne sais quel pays de l'Union européenne ou de l'OTAN. Catherine Tricot. Oui, alors l'histoire de la guerre hybride, je pense que c'est juste de le pointer comme quelque chose d'effectif. C'est-à-dire que c'est pas simplement comme ça a toujours eu lieu, des espions, des gens qui viennent essayer d'influencer, déstabiliser des activités, etc. d'un pays. Là, en l'occurrence, il y a plusieurs façons de détruire un hôpital.
une des façons, c'est de faire qu'il n'y ait plus de fonctionnement de son informatique. Il y a plusieurs façons de détruire une industrie, dont une qui est que l'informatique, c'est-à-dire que notre lien à tous les services informatiques est tellement important, tellement central dans toute l'économie, dans tout le fonctionnement du pays, que je crois qu'il faut prendre la mesure de ce que cela peut avoir de destructeur, de coûteux, de paralysant, voilà, pour une économie, et que donc je ne fais pas reproche qu'on s'en inquiète véritablement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est beaucoup mise en avant, c'est par en fait les chefs d'état-major des armées européennes, pas simplement françaises, c'est le fait qu'on a une situation de guerre chaude. Alors là, donc pas de guerre hybride, mais véritablement de conflit sur le terrain, armée contre armée. Avec la Russie qui se prépare. Alors là, les paris sont ouverts dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. J'ai vu que le chef de l'armée allemande dit c'est peut-être notre dernier été, nous avons peut-être vécu notre dernier été en paix. En gros, il dit on peut peut-être avoir une guerre d'ici moins d'1 an. En France, ils disent plutôt 3 ans, 5 ans. Donc avec là une question qui est une question assez sérieuse, qui est au fond, disent la Russie ne va pas s'arrêter et elle va être offensive. C'est-à-dire que c'est pas simplement, enfin je veux dire c'est pas simplement notre attitude vis-à-vis de la Russie qui détermine une situation, c'est aussi comment la Russie, elle, envisage la suite de l'histoire. Alors là, moi j'avoue que en dehors des missions fort intéressantes sur l'histoire impérialiste russe, et que ça ferait partie de finalement l'imaginaire russe que de vouloir conquérir toujours plus grand, toujours son espace, et de discuter à qui appartient l'Ukraine, la Pologne, les Pays-Baltes, et de vouloir les incorporer dans son... Donc il y a une espèce d'essentialisation de l'histoire russe, hein, tu vois, qui est toujours en avant. Qui est une chose que, à la fois, je ne mésestime pas, mais que je crois quand même relative. C'est-à-dire que si l'on pense que les Russes sont des gens du XXIe siècle, et que les sociétés aujourd'hui, elles fonctionnent aussi aux valeurs et aux référents politiques, il n'y a pas de raison de penser que ça pèse plus que le reste. La seule question, c'est quelles sont les alternatives, quelles sont les propositions qu'il y a en face de cela. Et pour l'instant, l'idée que l'Europe serait une proposition, de démocratie, de prospérité, je pense que c'est pas tout à fait aussi certain que ça, quoi, que ce soit une proposition alternative de nature à stopper les idées impérialistes russes, et que les Russes peuvent... donc ça m'emmène sur la suite dont on parlera, c'est au fond la question de pourquoi à quoi les gens croient et pourquoi ils se mobilisent avant de savoir s'ils se battent. Ça me paraît être la question principale, et que je n'ai pas de raison de penser que les Russes soient plus par nature impérialistes que les autres. Ce que je crois, c'est qu'il y a un vrai grave défaut, pas simplement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale, d'une alternative à ce monde de force et finalement de destruction de tous les liens et de toutes les solidités qui font qu'on vit ensemble et qu'on avance ensemble. Il y a 2 choses dans ce que tu as dit. La première, tu as raison, le rapport à l'histoire de la Russie qui serait impériale et qui voudrait toujours se projeter en dehors de ses frontières pour aller plus loin. Je pense que si on commence à regarder l'histoire de certains pays européens, tu vois, on pourrait en tirer exactement la même conclusion. Jusqu'à preuve du contraire, les Russes ne sont jamais arrivés aux portes de Paris. En revanche,
les Français sont arrivés aux portes de Saint-Pétersbourg. Donc voilà, l'un dans l'autre, je ne sais pas quelle histoire est la plus impériale des deux. La deuxième chose, c'est que tu dis quelque chose d'important, c'est les raisons de faire la guerre. Et en gros, ce qui permet à un peuple de faire la guerre. Et toi, tu dis, ta proposition, c'est de dire... en gros, dire nous allons faire la guerre à l'impérialisme et à la dictature ou je ne sais quoi russe, enfin à tout ce que représente le régime poutinien, au nom de nos valeurs démocratiques, par exemple. Et de prospérité, d'égalité, de justice sociale et tout ça. Ce n'est pas suffisant, parce que précisément, ni la prospérité, ni la démocratie et la prospérité, c'est quelque chose qui est débattu dans nos pays, c'est débattu en France. Est-ce qu'on est... Il y en a qui te disent qu'on n'est plus en démocratie, il y en a qui te disent que genre on n'est pas du tout prospère, etc. Et c'est aussi des réalités qui sont vécues par les uns et par les autres. Ça contrevient en fait à une autre façon en fait d'envisager la guerre qui est tu suis le chef. Et c'est important. Il y a quand même c'est aussi une conception. Je dis pas qu'elle est vraie, ou qu'elle est plus vraie, ou qu'elle est moins vraie. Hein. Mais c'est une conception de dire, en gros, pour faire peuple, il faut un ennemi. Et ça, c'est un truc qui est vieux comme mes robes, qui est ressassé en fait par plein de gens à différents moments de notre histoire. Hein, tu vois, c'est il suffit pour se dire français, pointons la perfide Albion, c'est-à-dire les Britanniques, pour faire cohésion. Pointons du doigt les Teutons, les casques pointus, c'est-à-dire les Allemands outre-Rhin, et on va faire nation française sur ces bases-là. En fait, je suis pas sûr que ça soit très vrai, mais c'est une conception. Et ça, je vois que je dis pas que c'est ce que cherche Emmanuel Macron. Hein. Il n'est pas en train de dire on va pointer du doigt les Russes pour faire de la cohésion nationale. Mais c'est ça qui est convoqué lorsqu'on dit tiens, on va tous se réunir derrière le drapeau pour aller faire la guerre aux Russes, pour se donner de la force, pour éventuellement perdre nos enfants, comme le disait le chef d'état-major des armées. Et ça, je ne sais pas en fait dans quelle mesure c'est vrai. Je dirais pas que c'est totalement faux. J'ai envie de dire que c'est faux. J'ai envie de dire que c'est de la foutaise et genre c'est du romantisme que d'imaginer que parce que on te dit genre le drapeau bleu blanc rouge, on hisse le drapeau bleu blanc rouge, on t'apprend à bien faire ton lit et on t'apprend à marcher au pas et c'est ça qui va te donner de la vigueur pour aller crever pour ton pays. Je préfère croire ta version des choses qui dit c'est au nom de la démocratie et de la République que potentiellement je vais pouvoir mourir, tu vois. Mais voilà, ça se challenge et aujourd'hui je vois que c'est ça en fait qui est dans le débat public aujourd'hui. Oui, alors je voulais rajouter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que autant je crois qu'il n'y a aucune raison d'essentialiser les Russes dans leur désir impérialiste, etc., autant je crois qu'il y a lieu de prendre avec sérieux le fait qu'il y a des forces politiques et le pouvoir russe qui peut vouloir le faire. Donc ce que je veux dire, c'est que par contre, et ça fait le lien avec ce que tu viens de dire, c'est que je ne crois pas qu'on puisse mener une guerre sans soutien de son peuple. Ça, je crois que ça peut durer un petit moment, mais qu'au bout d'un moment, ça s'épuise. Qu'on a besoin, pas simplement de la solidité d'une armée, on a aussi besoin de l'arrière, que l'arrière soit d'accord. C'est pour ça que je parlais du peuple russe lui-même, comment il se représentait son avenir, sa projection. Et par ailleurs, ce que ça veut dire aussi, c'est que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une réponse au militarisme poutinien. C'est-à-dire que je ne suis pas pour dire que ça n'existe pas. Je ne suis pas pour... je veux dire, il y a eu beaucoup de doutes, de naïveté d'une certaine manière en 2021-2022 pour penser qu'il n'allait pas aller en Ukraine, qu'il n'allait pas rentrer en Ukraine, et il est entré en Ukraine. Donc il y a bien quelque chose à préparer de ce fait. Et donc, je maintiens qu'il y a une négociation, une discussion à avoir et que cette discussion doit être en plein jour pour la raison que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, ça concerne les opinions publiques russes et européennes non russes.
et qu'on connaisse et qu'on discute des conditions de la coexistence avec des principes qui sont énoncés et dont ces principes, la reconnaissance des frontières internationales, l'autodétermination des peuples et aussi la sécurité des uns et des autres. Je comprends que les Russes ne soient pas ultra fans d'avoir des missiles de l'OTAN depuis la Pologne pointés vers Moscou. C'est quelque chose de très agressif. Et donc, on a raison de ne pas vouloir dans l'autre sens, mais on peut aussi entendre le point de vue des Russes qui le vivent comme une agression. Donc, moi, je suis pour qu'il y ait des discussions qui portent sur les conditions d'une coexistence en sécurité des différents États et que ce ne soit pas une discussion secrète parce que c'est ça qui permet ensuite de délégitimer auprès des populations l'intervention des uns ou des autres, éventuellement, si l'idée leur en venait de la part de leur... voilà. Et dernière chose, ça veut dire aussi que je ne suis pas contre l'idée qu'il y ait comment dire, des capacités militaires qui soient affirmées, que la France ait une armée. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer ne pas avoir d'armée pour défendre le sol national, ça c'est évident, mais même pour participer à contrer des tentatives des tentatives russes. Mais c'est vrai que je partageais complètement ce que tu as écrit dans ta newsletter, c'est que je pense que ça c'est autre chose ce qu'a fait Emmanuel Macron à propos de son service militaire. Là on est sur un autre registre, c'est pas de ça dont il parle, d'ailleurs il précise bien que les jeunes qui seraient formés de toute façon seraient sur le sol français, etc. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait qu'on se sent faire partie d'un peuple et d'un pays? Est-ce que c'est les rituels, comme celui de faire son lit au carré et de faire comme ça tout que devant le... Alors bon, je te faisais la remarque ce matin que ça veut dire que les femmes ne sont jamais senties faire partie de la nation puisqu'elles n'ont jamais fait leur lit au carré, qu'elles n'ont jamais tapé comme ça, voilà. Enfin, il y a quelques-unes maintenant qui font partie de l'armée, mais que jusqu'à... Très minoritaire. Très minoritaire, et qu'en tout cas, le service militaire ne leur a jamais été ouvert. Donc, ça veut dire que ça laisse quand même la France une bonne partie... de non-patriotes. Mais t'es pas patriote, c'est tout, enfin, par essence. Ça, c'est la première chose, c'est que donc... Et par ailleurs, ce que je crois, c'est que... ce qui fait qu'aujourd'hui on se sent français, véritablement, je pense que c'est quand même une proposition qu'il nous fait qui est étrange. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'avais vu un téléfilm sur la jeunesse du général de Gaulle, et il a fait, quand il avait 22 ans, en 1912, un discours dans lequel il dit « La France se ramollit » parce qu'elle n'a pas fait de guerre depuis 1870. Donc ça faisait déjà 42 ans qu'elle n'avait pas été en guerre, donc le corps de la nation était en train de se ramollir. Et Emmanuel Macron a employé exactement la même expression, qu'elle manquait de vigueur, dans son intervention sur RTL. Alors vous pouvez le réécouter, c'est sur RTL, il explique Mardi matin, que ce qu'il faut, c'est redonner de la vigueur à la nation française. Voilà, nous sommes une nation qui serait un peu léthargique et que c'est... Voilà. Et donc, nous avons besoin d'avoir de la vigueur. Et deux, le lieu de l'identification à la nation, c'est par essence et principalement l'armée. Il a parlé de cadre naturel dans son discours. Cadre naturel. Je me suis dit, c'est quand même une drôle de vision de ce que c'est que notre pays qui certes, l'armée, et en particulier du temps où le service national était universel, masculin, mais en tout cas concernait tous les garçons d'une classe d'âge, l'appartenance à la France ne s'est jamais définie de cette manière. C'est-à-dire que là, il nous fait des propositions qui lui sont bien singulières, bien propres, et encore une fois, qui réfèrent à un discours ultra réactionnaire
on a l'impression d'avoir un vieux con là devant soi qui te dit il nous faudrait une bonne guerre. Il nous faudrait une bonne guerre pour vous remettre un peu tout le monde d'aplomb, quoi. Moi, il y a juste un truc, une question en fait que je me pose. J'ai discuté sur un plateau avec un général, le général Vincent Desportes. Et en gros, c'était à propos du chef d'état-major des armées qui avait dit qu'il fallait se préparer à perdre nos enfants. Et lui, il disait, mais en vérité, ce qu'il dit, si on considère que nos enfants, ce sont nos militaires, la question du sacrifice fait partie, en fait, de l'identité des militaires. Ils le savent, en fait. Bah oui, c'est vrai, ça. Et c'est exact. Oui, attends, mais je vais au bout de mon raisonnement. Et donc, du coup, je me dis, c'est vrai qu'on a des dizaines de milliers de militaires aujourd'hui dans notre pays, des Français, qui sont capables de donner leur vie, pour le coup, de sacrifier leur vie. D'envisager le sacrifice. Au nom de la patrie. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment au nom de la patrie ? Qu'est-ce qui fonde qu'aujourd'hui, ces gens-là, qui sont des dizaines de milliers, on va dire, ou même des centaines de milliers de militaires, sont capables de ce sacrifice-là ? Est-ce que c'est parce qu'ils font leur lit au carré ? Non, j'exagère, je tire le fil, tu vois. Non, mais est-ce que c'est leur éducation militaire, c'est-à-dire leurs années d'entraînement, en fait, qui fait que à la fin, eh bien, lorsqu'il faut sauver ou périr, eh bien, ils acceptent en fait de sauver et périr. Enfin, ou alors c'était avant en fait leur engagement. Tu vois, c'est-à-dire que genre ils étaient déjà des patriotes et donc ils se disent genre on va mettre à profit en fait ce patriotisme. Mais je comprends aussi la logique de se dire bah en fait la vie en caserne parce qu'en fait c'est ça le fantasme je pense d'Emmanuel Macron et de tous ceux qui c'est de dire la vie militaire en fait permet la création en fait d'un esprit patriotique. Bon. Encore une fois je pense que c'est un fantasme mais de fait, pour tous les militaires français, c'est une réalité. Il n'a pas fait son service militaire, Macron ? Non. Attends, j'en sais rien, en fait, je ne crois pas. Bah non. En tout cas, je sais que genre tous les autres, là, les Zemmour et compagnie, il ne l'avaient pas fait. Ben non, mais pas seulement. Je veux dire, il est trop jeune. Ah oui, t'as raison, oui, c'est une question d'âge. Oui, donc c'est une question. Il n'a pas fait son service militaire. Et pourtant, il est patriote. Enfin, moi, je lui retire pas ça. Bien sûr. Tu vois, donc comment on peut avoir cette idée-là encore une fois, je maintiens que ça veut dire qu'on exclut les femmes. Oui. Et comment peut-on penser, au jour d'aujourd'hui, que lui-même, quand il s'exprime, que c'est ça qui est le fond du patriotisme. Oui, mais en fait, du coup, il pense aussi, je pense, la contraposer. Et la contraposer est problématique, c'est de dire, en fait, il considère qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas assez patriotes. Et que, finalement, aller lever un drapeau à 4h du matin, peut-être que ça nous rendrait un peu plus patriotes, tu vois, d'aller faire un tour dans une caserne. Qu'est-ce qui lui permet de juger qu'on n'est pas assez patriotes ? Exactement, c'est ça. Il juge ça je suis complètement d'accord. Pourquoi il dit une chose pareille ? Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et surtout qu'il lie le patriotisme à la vigueur. Comme tu l'as très bien dit. Non, mais c'est-à-dire, c'est tous ces glissements, en fait, qui font de lui, et qui font que tu le qualifies de vieux con. Enfin, tu vois, c'est tous ces glissements. T'es patriote, donc t'es vigoureux, donc parce que tu te lèves à 4h du matin, etc. Tu fais claque, Voilà. Non, mais c'est absurde. C'est assez absurde. Je suis ultra patriote. Ouais. J'ai toujours été. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Bien que la communiste, patriote, internationaliste. Eh oui. Non, mais c'est vrai. Puis je veux dire, non, c'est mais niche. C'est niche. Mais qu'est-ce qui fait qu'on aime son pays ? Enfin, je veux dire, c'est quand même. Enfin, c'est pas. Il y a du rituel. Moi, je ne conteste pas qu'il y ait du rituel. Mais enfin, il y a d'abord une connaissance de l'histoire, de la géographie, de la manière de vivre, de la langue, des chansons, des livres. Enfin, je sais pas quoi. Ce qui fait que moi, j'adore notre pays, quoi. Et je ne méprise pas du tout les autres, mais j'aime le mien. Enfin, tu vois, je veux dire, donc je ne comprends pas comment il peut présupposer que nous ne soyons pas patriotes. Je pense que les jeunes, les pas jeunes, enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment leur pays. D'ailleurs, s'il y a une telle souffrance aussi aujourd'hui, c'est précisément de se dire merde, ce sur quoi nous étions d'accord est en train de s'effilocher, de perdre son sens. Voilà, les services publics, mais c'est pas les services publics qu'on aime, on aime une certaine égalité, une certaine sécurité, une certaine qualité offerte à tous, parce que les services publics à la française, c'est pas des médiocres services publics, c'est des bons services publics. C'est tout ça qui est fait qu'on
content de notre pays. Enfin, je veux dire, quand les athlètes du monde entier, ils ont découvert la carte vitale au moment des JO. On leur a pas donné la carte vitale non plus. Mais non, on leur a pas donné, mais je veux dire, ils voulaient pas... la sécurité sociale et les Américains, ils trouvaient ça incroyable. Mais moi, je trouve ça... C'est la beauté de l'architecture, voilà, c'est... Non, mais tu as tout à fait raison. C'est complètement con, mais vraiment, mais il est... je pense qu'il est ultra réac, ultra borné, et dernier point, c'est que quand même, ce qu'il essaye, c'est de reprendre la main, quoi. C'est totalement évident qu'il nous colle des idées qui permettent d'éluder tout le reste, de ne discuter que de ça, et de discuter de la guerre, la préparation de la guerre, et des sacrifices pour la guerre, et donc on va tout accepter au nom de cette préparation de cette guerre, dont en fait... je veux dire, il ne nous dit absolument rien de tangible sur la préparation de cette guerre, et en particulier de la guerre cyber dont il nous parle. Pour terminer, moi je pense qu'il y a aussi une visée politique, et que c'est ce que je viens de dire, ce faisant... Oui, mais je vais encore aller plus profondément, et peut-être même dans la... C'est-à-dire que je pense que l'analyse que fait Emmanuel Macron des dynamiques qui sont à l'œuvre en France, c'est de dire la France, elle veut de l'ordre. Et donc, ce que je vais leur proposer, en fait, avec ce service militaire, avec moi en chef des armées, c'est une société de verticalité. Et c'est une société où, en fait, on va remettre un peu du carré, tu vois. Et c'est ça que propose globalement l'extrême droite. C'est ça qu'on dénonce, nous. Lorsqu'on parle de l'extrême droite, on dit, eux, ils veulent une société d'ordre, on dit le bruit des bottes, mais en fait, c'est surtout le rythme des bottes, une société où chacun est à sa place. Et ce faisant, je pense qu'il oublie, tu parlais de la réalité en fait de ce que c'était que la France, il oublie aussi la réalité de ce que c'est que la République. Il ne faut pas oublier l'origine de la République et la raison d'être de la République, qui est révolutionnaire. Et précisément, la question de la révolution et la question de l'ordre, elles ne s'opposent pas, mais elles dialoguent. Il y a un dialogue, tu vois. C'est précisément parce qu'au bout d'un moment, on a remis en question l'ancien régime en retournant la table, en disant maintenant c'est fini en fait l'ordre divin, et on va vous proposer une autre façon d'organiser la société qui en plus dans un cadre démocratique doit sans arrêt être redébattue. Parce que c'est ça aussi la question. Le militaire, pour avoir un petit frère qui a fait son service militaire dans le cadre de son école, le principe du militaire, c'est qu'il ne questionne pas les ordres. C'est qu'on lui dit, c'est comme ça, et tu fais, et il ne questionne pas, tu vois. Et ça, je pense que, dans une certaine mesure, je le rapproche de la façon de faire de la politique d'Emmanuel Macron et des macronistes. C'est comme ça, et puis si c'est pas comme ça, c'est comme ça quand même, et puis vous devez accepter ce que je fais, tu vois. Et ça, c'est une conception du monde, la conception militaire du monde, à mon sens, n'est pas miscible avec la démocratie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'armée dans une démocratie, bien évidemment, c'est pas ça que je dis. Une armée n'est pas démocratique. Exactement. N'est pas un espace démocratique. Et le problème, c'est que lorsqu'on commence à en faire la colonne vertébrale de sa proposition politique, puisque comme tu l'as très bien dit, il lui reste plus que ça, il y a un petit danger. Quand même, il y a des warnings, à mon avis, qu'il faut qu'ils se lèvent et que je dise, où est-ce qu'on va dans cette direction-là ? Voilà. Je sais pas ce que ça va, comment les gens vont finir par, parce que ça se heurte aussi quand même beaucoup à, on n'a pas du tout envie de mourir. Et par ailleurs, quand même à quelque chose quand même de totalement absurde. Là, tu nous racontais une discussion que tu as eue ce matin avec qui a engagé un jeune homme qui avait vécu dans un pays en guerre et qui disait que franchement, on va pas y aller, quoi. C'est pas du tout. Moi, ce qui me trouble, c'est que on fait comme si on était dans les mêmes circonstances qu'avant. C'est-à-dire comme si on pouvait réfléchir à Munich 38 au combat contre les nazis de la même manière. Enfin, aujourd'hui comme hier. C'est pour ça que moi, je ne vois pas d'autre solution que de mettre les populations pour de vrai dans le débat et comme des acteurs de cette situation, parce que ce qui a beaucoup changé par rapport à 38, c'est l'arme nucléaire. Et puis par ailleurs, si on se met à faire la guerre à tous les fachos de la Terre, au nom de la démocratie, mais les amis
ça va commencer à devenir très 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 dangereux parce que on nous dit je veux dire si vous faites les fachos, pas la peine de vous faire la liste, hein, mais quand même ils sont quand même maintenant un certain nombre autour de la planète, parmi les pays les plus riches, les plus armés, donc bon, c'est pas sûr qu'on va gagner si on s'engage dans cet esprit-là. Et par ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est vrai que le caractère expansionniste des pays fascistoïdes, pardon, mais Israël, je les trouve assez expansionnistes. Les Américains, en moins d'un an, ça fait pas encore un an qu'il est déjà en train de vouloir récupérer le Groenland, le Canada, le Venezuela, etc., voire le Mexique. Le camarade Trump, le Modi n'arrête pas de vouloir aussi sortir de ses frontières. Notamment du côté du Pakistan. Voilà, du côté du Pakistan. Donc, pour moi, cette question de stopper, de reconnaître et de dire que les frontières, c'est des limites, c'est quand même une manière d'arrêter de marquer des limites plus intéressantes que de dire on va aller faire la guerre à tous les fascistes, hein, parce que ceci étant, c'est quand même très compliqué parce que ça nous divise beaucoup à gauche là. Hein. C'est-à-dire que dans le genre des trucs qui divisent la gauche, l'attitude à avoir sur cet enjeu de la guerre et de comment on répond. Alors je crois qu'on est encore un peu, ça patauge et même notre discussion montre qu'on n'est pas complètement carré en dehors du fait que je crois que tous les deux on pense que la guerre n'est pas une solution et n'est pas une réponse en aucune façon. En aucune façon. C'est-à-dire que moi, je trouve formidable les déclarations du NPA qui soutient le peuple ukrainien, etc. Dans sa résistance. Armée et non armée. Il a raison de dire mais concrètement, ce que ça veut dire du point de vue militaire, j'attends qu'ils en disent un petit peu plus, le NPA, parce que... Quand on voit ceux qui sont allés soutenir les Français qui sont allés soutenir la résistance ukrainienne, c'est pas les plus progressistes. Ils l'ont pas fait au nom de la démocratie et du progrès. Hein, oui, mais ça c'est pas accessoire, parce que c'est eux qui y sont allés. Hein, je suis pas sûr. Peut-être que je me trompe. Vous pouvez nous dire si je me trompe. Je sais pas s'il y a beaucoup de trotskistes qui sont partis faire la guerre en Ukraine. Mais peut-être que c'est le cas. Là, vraiment, je ne sais pas. Mais moi, tous les reportages que j'ai vus sur ceux qui sont partis en Ukraine depuis la France. Vous avez plutôt des fleurs de lys et des tatouages de croix gammée sur le cou, mais bon. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la conséquence politique de vouloir ni Trump ni Poutine, je ne sais pas tout à fait ce que ça veut concrètement dire. Et en tout état de cause, je ne veux ni de Trump, ni de Poutine, et ni de la guerre. Parce que ce que je sais, c'est que la suite de cette histoire-là, franchement, ça ne sera pas joyeux. Mais en fait, le truc, c'est que dans la tradition de la gauche, en fait, tu as parlé de Munich, c'est vrai que c'est ça qui revient souvent. Moi, j'ai une autre, juste avant Munich, il y a eu l'épisode la guerre d'Espagne, où là, il y avait eu un choix d'une certaine gauche d'aller soutenir les républicains espagnols. Et il y avait une entrée en guerre, notamment d'intellectuels, notamment de militants communistes, pour aller soutenir les républicains espagnols. Et trotskistes aussi. Et trotskistes, exactement. Non, mais c'est pour redonner leur place, en fait, aussi aux trotskistes. C'est quand même important. Et ça, c'est dans l'arrière-pensée aussi, c'est dans notre ADN aussi à gauche, que de dire, là, les républicains espagnols, dans le cadre de leur guerre civile, ils avaient besoin, en fait, de notre soutien. Et nous ne les avons pas soutenus. Il y en a qui y sont allés, bien évidemment, mais globalement, nous ne les avons pas soutenus. Et résultat, Franco, il est resté pendant 50 ans au pouvoir en Espagne. Donc, il y a ça aussi, je pense qu'il y a ça aussi dans le communiqué du NPA. Non, mais moi, Brigade internationale, quoi. Oui, non, mais moi, je comprends ça, mais encore une fois, c'est que je ne vois pas comment, la conséquence concrète que cela a.
C'est-à-dire aujourd'hui, dans les conditions d'un affrontement avec un pays qui a une arme nucléaire et une coalition qui est quand même pas très unie non plus. Hein. Je veux dire, au nom de quoi tout ce monde-là se mobiliserait Je lisais là dans Le Monde un papier d'une socialiste qui disait il ne peut pas y avoir, qui soutenait plus ou moins les idées de Glucksmann, mais qui disait là où il a tort, c'est qu'il ne peut pas y avoir de défense commune européenne parce que nous n'avons pas d'accord. Enfin, c'est au-delà de la question de l'indépendance nationale qui est rattachée à la question des armées, elle disait il y a une deuxième question, et je crois qu'elle a parfaitement raison, et on l'a déjà dit plusieurs fois dans ce débrief, il n'y a pas d'accord entre les pays européens sur des objectifs fondamentaux de la politique internationale. Mais Catherine, en fait, la question, c'est la hauteur à laquelle tu te places. C'est-à-dire que le NPA, en fait, ils ne disent pas « au nom de la France, nous devons aider les Ukrainiens ». Ils disent « au nom des travailleurs et des travailleuses », au nom, en fait, de la gauche. Les brigades internationales sont intervenues en Espagne, non pas au nom de la France, mais en leur nom propre, ce qui est complètement différent. Et toi, en fait, quand tu réfléchis en tant que France, tu vois, enfin, tu te mets à ce niveau-là. Et tu dis, genre, nous sommes une puissance nucléaire. Le NPA dit pas, nous sommes une puissance nucléaire. Ça ne l'intéresse pas. Le NPA dit, nous sommes des travailleurs et des travailleuses, nous sommes des militants communistes. Et c'est à ce titre-là, en fait, que nous devons la solidarité avec nos camarades ukrainiens. Voilà. Pareil pour les Sandrars et compagnie. Genre, en 1936. Ils l'ont pas fait au nom de la France. Parce que de toute façon, la France n'a rien fait. Tu vois, la France du Front Populaire n'a rien fait. Et genre... je comprends ce que tu dis. Voilà. C'est une question de niveau. Et du coup, moi, c'est comme ça que je lis le communiqué du NPA. Et c'est comme ça aussi que je lis les communiqués de la CGT qui se calquent sur ce que racontent les syndicats ukrainiens, etc. Enfin, tu vois, et donc ils demandent des armes, ils demandent de l'aide, etc. Donc la CGT, hop, parce que la CGT, elle n'a pas à dire j'ai la bombe atomique, je suis chef d'État français. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis pas contre le fait qu'on aide les Ukrainiens dans leur guerre. Enfin, je veux dire, je suis pas opposée à cela. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut considérer qu'il faut une réponse structurelle à la question de la sécurité des uns et des autres, et que la réponse ne peut pas être « nous allons faire la guerre à la Russie ». Oui, voilà. Mais ça, c'est plutôt le rôle de Mélenchon, du Parti Socialiste, des écologistes et du Parti Communiste de réfléchir à ces questions-là. Quand tu es le nouveau parti anticapitaliste ou que tu es la CGT, tu réponds pas au même niveau. Enfin, et d'ailleurs, je fais comme si c'était plus bas. Pour moi, c'est plus haut d'ailleurs. Mais genre, tu vois, tu réfléchis l'international des travailleurs et des travailleuses. Voilà, c'est comme ça. C'est ça leur grille de lecture. Bref. Mais c'est pour pas, je veux dire... D'accord. Okay. J'entends ce que tu dis. Pour moi, ça fait partie évidemment c'est un élément de la réponse, et que je trouve qu'on fait beaucoup trop de promesses par rapport à ce que l'on fait réellement. C'est totalement évident. Je trouve que le niveau de médiocrité, de rapinerie des Américains est absolument hallucinant. Et j'en veux beaucoup à l'Union européenne par tout un tas d'actions d'avoir rendu faible, voire impossible, son intervention dans le sujet. Parce qu'elle n'a pas agi pour la préservation du droit international, notamment à Gaza, parce qu'elle se vautre devant Trump, parce qu'il continue de faire comme si Trump était leur allié, et parce qu'il continue de parler de l'OTAN. Tout ça fait que ça rend la position européenne incohérente et faible. Deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'est la question d'ArcelorMittal. Alors, dans le cadre de la niche de la France Insoumise, il y a eu un vote qui s'est avéré positif en faveur de la nationalisation d'Arcelor. Pour faire un rapide tour d'horizon des différentes positions des partis politiques, toute la gauche a voté pour, tout le bloc central a voté contre, et l'extrême droite s'est abstenue. Voilà pour l'état des lieux des forces en présence. Un bloc central
Faiblement mobilisé. Faiblement mobilisé, exactement. Sans ça, ça ne serait pas passé. Exactement. La nationalisation d'Arcelor était une demande insistante, des syndicats d'Arcelor qui sont très mobilisés depuis plusieurs années, parce que c'est quand même plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui pourraient être touchés en fait par la disparition d'Arcelor, et donc ils demandaient en fait cette nationalisation. La France Insoumise a repris les arguments des syndicalistes. Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à cette situation-là? Juste très rapidement, et là je me fais la courroie de transmission de ce que racontent les syndicats qui, je pense, sont à la fois les premiers concernés et les mieux informés. En gros, ils disent qu'il y a un sous-investissement de la part d'ArcelorMittal, donc qui est un groupe indien, qui ne veut pas, qui avait promis en fait des millions il y a une dizaine d'années, qui disait qu'ils allaient... Des centaines de millions. Des centaines de millions, oui. Des milliards, des centaines de millions pour moderniser l'appareil productif. Et en fait, cet argent n'est jamais arrivé, ces investissements ne sont jamais arrivés. Le siège s'est justifié en disant « Ah oui, mais vous comprenez, la conjoncture internationale, il y a trop d'acier sur le marché mondial et la concurrence avec l'acier chinois, c'est pas possible en fait, on n'y arrivera jamais parce qu'ils font de l'acier pas cher et faire de l'acier en Europe et qui plus est en France, ça coûte trop cher. Voilà. La proposition des syndicats, c'est de dire, nous, on va faire un autre acier, notamment un acier bas carbone, en décarbonant en changeant en fait les hauts fourneaux et en leur permettant d'être plus écolos. Ça nécessite un investissement très très important qui a été chiffré par la France Insoumise, c'est 3 milliards. Pour être tout à fait transparent avec les chiffres qui sont proposés par les syndicats et la France Insoumise, et voilà, qui permettrait d'avoir avoir un acier qui ne serait pas concurrentiel avec celui des Chinois, mais qui serait différent de celui des Chinois, puisqu'il serait un acier vert, en gros, un acier écolo. La question qui demeure, c'est qui va acheter cet acier, qui va coûter du coup plus cher que l'acier chinois, pour à la fois des raisons écolo et des raisons de coût de la main-d'œuvre. Je sais pas. Là, j'avoue que ça me dépasse un peu parce que c'est des conjectures sur la transformation en fait plus générale de notre économie pour absorber en fait les coûts plus élevés en fait de cet acier. Je pense que ce qu'a fait la France Insoumise est très important parce que en fait, elle a donné une orientation. C'est un premier jalon dans une direction qui est posée par la gauche en disant voilà ce que nous, en fait, on propose, voilà vers où on propose d'aller. Il faut savoir que c'est juste un jalon. D'abord, contrairement à ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon dans un tweet, Arcelor n'est pas nationalisé. Parce qu'il a écrit Arcelor nationalisé, point d'exclamation, journée historique. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est la première étape d'une proposition de loi. Après, ça va partir au Sénat. Et là, autant vous dire, déjà, il va falloir que ça soit mis à l'ordre du jour du Sénat. Et ensuite, quand bien même ça arriverait en lecture, je pense qu'il y a peu de chances que les sénateurs de droite disent « Ouais, c'est super, on va valider ». Donc, c'est très périlleux, en fait, de dire que Arcelor va être nationalisé. Et après, le gouvernement, de toute façon, va aussi mettre des freins dès qu'il va pouvoir. Donc, voilà, il y a plein de choses, en fait, dans ce sujet. Mais, et je terminerai là-dessus, ça reste quand même une victoire à l'Assemblée nationale, une victoire aussi en dehors des murs de l'Assemblée nationale. Tu vois, il y a les syndicats qui ont fait quelque chose, ça a été transformé en proposition politique, et derrière, on a forcé, le bloc central, en fait, n'a même pas pu venir voter en masse, et l'extrême droite a été obligée de se retirer et de s'abstenir, tant, en fait, la pression populaire autour de cette nationalisation était importante. Alors moi, ce qui me plaît dans cette question, et je suis d'accord pour dire que c'est un moment important et c'était un débat important qui est venu, c'est que ça donne une autre consistance au concept de planification écologique.
Jusqu'à présent, la planification écologique telle qu'elle elle s'est appliquée dans les faits, elle a été normative. On a dit, il faut pas, les bâtiments qui auront des étiquettes G ne pourront plus être loués, on ne peut pas évacuer plus de tant de litres par mètre carré à la parcelle. Enfin, il y a un certain nombre et des choses qui sont assez importantes quand même qui se sont produites. On a limité la consommation de pétrole des voitures. On impose des LED dans les équipements publics. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont faites sur le plan du réglementaire. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une autre direction, c'est-à-dire c'est une direction stratégique, au sens où on dit on crée les conditions de la fabrication d'un monde vert, d'un monde plus vert, d'un monde décarboné. Et donc l'idée d'une planification, elle n'est pas simplement une idée de mettre des limites et d'encadrer des pratiques, mais de rendre possible. Alors évidemment c'est aussi c'est des enjeux qui sont d'autres, on le voit, j'exagère en disant que c'est la première fois, c'est pas la première fois. Le débat sur le fret ferroviaire est un débat qui porte sur cette question de rendre possible un monde décarboné par des créations d'infrastructures ou là en l'occurrence de matériaux qui sont décarbonés. Alors il y en a d'autres qui sont possibles, sur lesquels ça avance pas mal, sur le béton, le ciment, c'est un peu analogue à la question de l'acier, parce que il n'y a pas de bâtiment qui se fasse sans ciment et il n'y a aucune industrie qui puisse se faire sans acier ou à peu de choses près. Donc moi je trouve ça important parce que ça pose sur un autre terrain la question des investissements et de l'orientation que l'on doit prendre pour aller vers un monde décarboné. Et puis la deuxième chose que cela pose aussi, c'est évidemment à quelles conditions, puisque l'on sait que l'industrie française maintenant représente moins de 10% du PIB, à quelles conditions on retrouve des capacités productives. Et des capacités productives, alors en France et en Europe, ne pourront pas être si il n'y a pas aussi des matières premières. On pourra continuer d'en importer, mais il faut aussi des capacités pour l'alimentation, c'est qu'on ait des champs de blé, et pour l'industrie, c'est qu'on fabrique de l'acier. Et en effet, comme tu l'as dit, de l'acier décarboné, ce qui justifie éventuellement qu'il y ait un surcoût qui soit accepté dans la fabrication et dans le coût. Ceux qui suivent Débrief savent que je suis architecte et je sais voilà ce que je peux dire, ce dont je peux témoigner, c'est que une partie de l'augmentation du coût de la construction est liée au fait qu'on accepte de payer plus cher pour avoir des bâtiments qui sont des bâtiments moins émissifs, mieux isolés, biosourcés, avec des constructions de matériaux biosourcés, avec moins de ciment et plus de bois, etc. Et c'est quand même dans le bâtiment quelque chose qui a commencé à se mettre en place, aussi par des éléments normatifs, parce que je ne suis pas contre le normatif. Les deux ont... ça veut dire qu'on a décidé de mettre une partie de notre richesse dans le fait de fabriquer des bâtiments qui seront moins polluants à construire et à vivre. Et je pense que c'est la même orientation qui peut être prise vis-à-vis de la fabrication des produits industriels, des voitures, des chaises, des montres, de tout. De tout. Globalement, non mais franchement, de presque tout. Presque, oui, et parce que genre, quand on n'a pas directement en fait dans l'élément qui est ensuite dans le produit final, il y en a en fait pour construire les machines pour faire en fait ce produit, tu vois. Donc toute la machine-outil évidemment est en acier. Voilà. Il y a une autre question, en fait, tu as parlé de l'État stratège, et c'est vrai que c'est important, mais c'est aussi une question. Et ça, c'est une question qui fait aussi débat à gauche, c'est-à-dire de savoir dans quelle mesure l'État peut véritablement être un bon stratège en matière industrielle, mais pas uniquement. Parce que tu vois, la solution de se dire, bon écoute, pour que, si tout ce que fait l'État, ça marche, on n'a qu'à nationaliser tous les secteurs.
On nationalise, genre, on transforme les agriculteurs en fonctionnaires, genre, tu vois, hop, puis genre, comme ça, on pourra tout planifier, tu vois. Le truc, c'est qu'en plus, avec Arcelor, de par le passé, les ancêtres d'Arcelor avaient déjà vécu un épisode, en fait, de nationalisation au moment de François Mitterrand. C'était 2 entreprises jumelles qui avaient été nationalisées par Mitterrand. Le résultat de cette nationalisation était pas des plus probants, quoi. Je veux dire, les investissements qui avaient été faits étaient peut-être pas... Et il y avait des milliers de francs à l'époque, ou des millions de francs qui avaient été déversés, et ça n'avait pas permis, en fait, à l'entreprise de continuer à remplir son carnet de commandes, de continuer, en fait, à produire de l'acier de façon durable, pérenne, et pour assurer la prospérité ni de l'entreprise ni de la France. Donc, et donc du coup, c'est ce qui fait certains à gauche, mais aussi à droite, tu vas se poser la question, est-ce que l'État est le meilleur des stratèges pour piloter, par exemple, la transition écologique ? Les libéraux te répondent, les néolibéraux, c'est « Ah bah vaut mieux laisser ça aux entrepreneurs, au monde du privé, parce qu'avec la compétition entre les différents secteurs, ils seront forcément meilleurs. » Bon, je ne crois pas à ça. Mais il y en a d'autres qui te disent le mieux, c'est quand même de laisser les travailleurs et les travailleuses de l'entreprise, c'est-à-dire les premiers concernés et les premiers, ceux qui savent le mieux en fait ce dont ils ont besoin, piloter leur outil de production. Tu vois. Or, si c'est l'État, c'est pas les salariés, c'est pas les travailleurs et les travailleuses d'Arcelor qui vont piloter leur outil de production, c'est l'État. C'est-à-dire, c'est des énarques, en fait, qu'on va foutre, qui vont regarder ça, etc. Tu vois. Alors, je dis pas que c'est ça que veut faire la France insoumise, mais souvent, de par le passé, les nationalisations, notamment du temps de Mitterrand, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est des grands administrateurs qui sont arrivés et qui ont dit « Attendez, vous êtes bien gentils, là, les petits ouvriers, là, les ingénieurs de la boîte et tout, c'est nous qu'on va vous expliquer parce qu'on a fait l'ENA et qu'on est vachement plus intelligents, c'est nous qu'on va vous expliquer, genre, quoi qu'on va faire. » Bon, j'avoue que, voilà, et là, je vois qu'il y a un débat, notamment, enfin, c'est pas un débat, c'est genre une problématique qui est pas encore totalement résolue, tu vois. Quand on dit nationalisation, moi, je suis désolé, mais alors, surtout dans le moment actuel, enfin, faut quand même pas oublier que là, ce qui est proposé par la France insoumise, c'est une nationalisation. Admettons, par le plus grand des miracles, qu'ils arrivent au bout de la nationalisation dans 6 mois. C'est Emmanuel Macron qui est le président de la France. C'est Emmanuel Macron qui va choisir qui va être du coup le directeur général d'ArcelorMittal. Il va choisir peut-être un de ses potes de promo qui va pas, forcément, c'est pas un insoumis en fait. Et c'est ça le problème. Et je te raconte pas quand ça sera Bardella. Non, c'est pas que ce soit un insoumis ou je sais pas quoi. Non, mais je pense que quand on se souvient de toutes les discussions qu'il y a eu sur la crise de l'hôpital et qui sont pas résolues encore, il y a le fait qu'on a mis des gestionnaires à la direction des hôpitaux et qu'on a sorti les médecins en fait du pilotage de l'hôpital. Et ce que je crois, c'est qu'il y a eu une tendance comme ça qui a commencé, si mes souvenirs sont bons, de ce que Martelly m'a raconté, à la fin des années 60, où on a commencé à considérer que le management, c'était... il fallait mettre des gens qui étaient des gens, des managers, plus que entre guillemets, des gens du métier, en l'occurrence des médecins ou des ingénieurs pour ce qui concerne ArcelorMittal. Et me revient un film que certains d'entre vous devez vous en souvenir aussi, qui était Le sens de l'État, qui était vraiment un super film dans lequel il y avait on voyait le sens de l'État tomber en décrépitude autour des intérêts privés, mais aussi peut-être aussi au fait que en fait, le sens de l'État, c'est éventuellement de faire confiance à des corps de métier qui ne sont pas issus de la noblesse d'État de l'ENA. Et que ça peut être des ingénieurs, des mines, des ponts, de Polytechnique, je sais pas quoi, je ne connais pas les grandes écoles d'ingénieurs de l'industrie, mais en fait, si tant est que ces écoles-là apprennent encore
à être des ingénieurs de l'industrie et pas à être des managers de merde. Voilà, je pense que c'est ces questions. Des financiers. Ouais, être des financiers. Je pense que ces questions-là, sont posées autour de la question, mais c'est quand même bien de commencer à attraper un fil. Exactement. Et là, il y a un fil qui nous repose sur, au fond, on veut nationaliser parce qu'on veut conserver, retrouver un outil de production, mais aussi parce qu'on veut une production qui aille décarbonée. Et je trouve que ça permet quand même de se dire, alors à part ça, c'est vrai que les écolos, n'importe quoi, la Macronie, ils n'arrêtent pas de dire « Ah, c'est une bonne idée de défendre l'acier, mais il faudrait le faire à l'échelon européen ». Eux, c'est vraiment toujours leur réponse. C'est se cacher derrière son petit doigt. Toujours. Il faudrait un impôt sur les GAFAM. Mais mondial. Oui, c'est européen ou mondial, histoire de vraiment pas pouvoir le faire. Voilà, c'est ça. Pourvu qu'on ne fasse rien et que tout continue comme avant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette proposition, elle nous permet aussi de voir qu'il n'y a pas grand-chose qui va de soi. C'est-à-dire que l'idée de la nationalisation, aujourd'hui, elle est, pourtant, je pense que c'est quelque chose dont tout le monde mesure l'enjeu stratégique, l'idée que c'est l'État qui va piloter est une idée qui ne va absolument pas de soi, y compris largement à gauche, dans la mesure où l'État nous a mis dans la merde dans laquelle on est avec les 1000 milliards de dettes supplémentaires. L'idée que c'est eux qui gèrent mieux n'est pas acquise. Donc, ça suppose, pour ce qui concerne la gauche, de ne pas éluder ce moment de l'argumentation, et ce moment de l'argumentation, il est relativement profond. C'est-à-dire qu'en fait, ça suppose une critique de l'État et pas simplement une défense de l'État comme représentant plus ou moins l'intérêt général. Ça suppose qu'on descende et qu'on revienne sur qu'est-ce qui s'est passé avec l'État en France depuis 50 ans. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est une formidable conclusion en guise d'ouverture. Enfin, une ouverture en guise de conclusion, pardon. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.